soir. Ingérence étrangère dans les élections. La chef de cabinet du premier ministre Trudeau, Katie Telford, comparaîtra en comité. Budget du Québec. Les baisses d'impôts sont au rendez-vous. On rejoint le journaliste Louis Lacroix de Cogeco à l'Assemblée nationale. Et on analyse ce premier budget du deuxième mandat du gouvernement Legault avec Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La chef de cabinet de Justin Trudeau, Katie Telford, comparaîtra finalement dans le dossier de l'ingérence étrangère. Le premier ministre a annoncé ce matin que Mme Telford a accepté de comparaître devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes. Son témoignage est attendu entre le 3 et le 14 avril et durera au moins 2 heures. Cette annonce est survenue quelques heures avant que les députés aux communes soient appelés à voter sur une motion des conservateurs qui visait à forcer Mme Telford et des membres du cabinet Trudeau à témoigner cette fois devant le comité de l'éthique. Cela dit, le premier ministre Trudeau a aussi dévoilé les contours du mandat du rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère, David Johnston. Monsieur Johnston a jusqu'au 23 mai pour décider si une enquête publique s'impose. Malgré tout, l'opposition ne lâche pas le morceau et continue de réclamer une enquête publique dès maintenant. Le premier ministre a reculé et a fait volte-face après des semaines de pression du Parti conservateur pour permettre juste une de ses adjointes de témoigner sur l'aide que Pékin a donnée au Parti libéral pendant plusieurs élections. Mais il est en train de retarder la vérité. Il a nommé une amie, un voisin de son chalet et membre de la Fondation Trudeau pour un rapport qui va prendre des mois. Va-t-il finalement arrêter le camouflage et déclencher une enquête publique dès aujourd'hui? Le très honorable Premier ministre. C'est un enjeu très sérieux. Ça ne devrait pas être un enjeu partisan et ça ne devrait jamais l'être. C'est pour ça qu'on a nommé un expert indépendant en David Johnston pour déceler toute lacune dans le système. Le rapporteur va faire des recommandations publiques qui pourraient comprendre une enquête officielle ou un autre type d'examen indépendant et nous allons donner suite à ces recommandations. 2 organismes de sécurité nationale vont entreprendre des examens distincts concernant l'ingérence étrangère dans nos élections parce que nous prenons cet enjeu très au sérieux, Monsieur le Président. Et là-dessus, je retrouve les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, Katie Telford va témoigner sur l'ingérence étrangère dans les 2 dernières élections devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes. M. Trudeau nous a déjà prévenu que c'est très limité ce qui peut être dit en public. Geneviève, d'abord, est-ce qu'on peut s'attendre à apprendre quelque chose d'utile? Je pense que la chose qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce qu'elle a mis au courant M. Trudeau à propos de quoi que ce soit, là, des suspicions, des rapports, parce que M. Trudeau dit depuis le début qu'il n'était pas au courant. Beaucoup de gens en doutent parce que son ministère, le bureau du conseil privé, avait été avisé, avait reçu certains rapports. Maintenant, est-ce que M. Trudeau lui-même en a été informé? C'est ça qu'on ne sait pas. Et Mme Telford pourrait peut-être amener un certain éclairage sur ça. Mais je pense pas qu'on va vraiment en apprendre plus. Donc, c'est plutôt la fin d'une saga où le Parti libéral faisait de l'obstruction en Chambre parce qu'il ne voulait pas qu'elle témoigne, mais là, ça semble terminé. Oui. Le témoignage de Mme Telford est donc attendu entre le 3 et le 14 avril. Il doit durer environ 2 heures. Daniel, vous vous attendez à quoi, vous? Ben, écoutez, ça va être un interrogatoire en règle. Je pense que le Bloc et surtout les conservateurs iront pas de main morte avec Mme Telford. Donc, c'est sûrement pas, ce sera pas une journée de pleine gaieté pour Mme Telford. Je pense que ça va chauffer. Les partis d'opposition, surtout les conservateurs, veulent montrer que c'est vraiment un dossier très important, qu'ils sont vigilants et ils vont être en mode attaque. Donc, je pense que ça va être certainement un spectacle pour les gens dans la salle et à la télévision, mais je ne sais pas vraiment si on va apprendre quelque chose de neuf, mais sur le plan politique, il va y avoir beaucoup de tension dans l'air. Sur la gestion de ce dossier-là maintenant par le gouvernement Trudeau, c'est la première fois finalement qu'on se parle depuis qu'on a annoncé que c'est David Johnston qui va être le rapporteur spécial. C'est un choix, on le sait, qui ne fait pas l'unanimité. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de ce dossier-là par le premier ministre Trudeau?
Ben, le Parti libéral, encore une fois, est toujours en mode réaction. Alors, il n'est pas très proactif, il prend pas les devants. Il a essayé de changer ça un petit peu parce que les décisions ont été plus rapides que par le passé dans d'autres crises. Je pense, par exemple, à l'affaire Oui Charité ou SNC-Lavalin. Alors, M. Trudeau nous avait rapidement annoncé qu'il allait nommer un rapporteur spécial, mais on ne savait pas c'était qui, on connaissait pas le mandat. Après, on a su que c'était M. Johnson, mais on ne savait pas son mandat. Aujourd'hui, on a finalement appris un peu plus sur son mandat, puis surtout sur l'échéancier. Donc, le rapport va venir plutôt tôt que tard, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour les Canadiens. Mais encore là, comme je vous dis, c'est plutôt en mode réaction. Et surtout, il n'a pas répondu à la principale demande des partis d'opposition et probablement d'une bonne partie de la population, qui serait l'enquête publique, cette fameuse enquête publique-là. M. Johnson va conseiller M. Trudeau. M. Trudeau s'est dit qu'il s'engagerait à le faire si c'était recommandé. Mais encore là, vous voyez, on attend toujours et on a l'impression que le Parti libéral préfère acheter du temps, comme avec Cathy Telford par ailleurs. Et donc, ça n'a pas été une très bonne gestion de crise. Ça a peut-être été moins pire que par le passé, mais c'est pas excellent encore. Ouais. David Johnston qui va avoir jusqu'au 23 mai pour décider si une enquête publique s'impose. On a appris aussi aujourd'hui, dans le cadre de son mandat, qu'il va avoir accès à tous les documents, qu'ils soient classifiés ou non. Daniel, à la lumière de ça, est-ce que le rapporteur spécial vous semble avoir une réelle utilité? Non, je pense que comme Geneviève le dit, le but, c'est de sauver du temps, enfin de gagner du temps. Donc, de gagner du temps, en fait, on repousse la balle un peu, et puis pendant plusieurs semaines, on va attendre une décision. Et puis, s'il n'y a pas d'enquête publique, si le rapporteur, donc M. Johnson, ne fait pas la suggestion d'une enquête publique, je pense que les gens il va y avoir beaucoup de critiques de la part de l'opposition et aussi dans les médias et tout. Donc, si on se ramasse avec une enquête publique et qu'on apprend ça au mois de mai, ben oui, je pense que les gens vont avoir ce qu'ils voulaient en fin de compte, mais plus tard que prévu. Mais s'il n'y a pas vraiment de recommandation pour une enquête publique, ben là, l'opposition ne sera toujours pas satisfaite et le débat va continuer. Oui, M. Trudeau qui s'est déjà engagé à suivre les recommandations du rapporteur spécial. L'autre gros sujet cette semaine, évidemment, c'est la première visite officielle du président Biden au Canada. Le président ne va pas être ici longtemps, quand même, à Ottawa, un peu plus de 24 heures. Et l'agenda est chargé. Bon, on sait que les relations entre le président Biden et le premier ministre Trudeau sont meilleures, c'est le moins qu'on puisse dire, que sous Donald Trump. Geneviève, vous vous attendez à quoi? C'est drôle, je m'attends pas à grand-chose. J'ai pas beaucoup d'attentes. On nous dit le chemin Roxham, mais j'ai pas l'impression qu'une décision finale va être prise dans ce dossier-là. Peut-être qu'on va lancer des nouveaux chantiers. Par exemple, on sait que les deux ont une certaine affinité pour la transition verte. Alors, est-ce qu'on va pouvoir économiquement faire quelque chose ensemble? Ou bien est-ce que M. Biden va continuer à faire cavalier seul? On sait qu'il a mis sur la table beaucoup d'initiatives, mais qui ne touchent que les Américains et qui nuisent aux entrepreneurs canadiens. On va aussi parler très certainement de l'Ukraine. Ça va certainement faire partie des demandes du Canada. Mais je m'attends pas. Vous savez, depuis que M. Biden est là, on n'a pas vraiment de projet commun en Amérique du Nord. On n'a pas un grand chantier. On dirait que le libre-échange est un peu en attente. On ne mord pas front commun. On se parle pas régulièrement, quoique, oui, c'est cordial, tout ça. Alors, oui, effectivement, s'il y a des nouvelles annonces, je vais être la première surprise, c'est sans doute agréablement surprise. Mais je dois vous dire, je m'attends pas à un grand sommet avec des grandes initiatives qui vont être lancées. Dans la foulée de cette visite du président américain, il y a aussi le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a remis une lettre à l'ambassadeur américain à Ottawa, David Cohen. M. Blanchet veut que M. Trudeau et Biden discutent, de l'ingérence étrangère, mais aussi de la gestion du chemin Roxham par Ottawa. Daniel, est-ce que vous pensez qu'on va avoir le temps, justement, de parler du chemin Roxham? Geneviève semble penser que non. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, écoutez, ils vont avoir le temps Non, Geneviève a dit qu'il n'y aurait pas d'entente. Mais non, ils vont en parler parce que Justin Trudeau n'a pas le choix d'au moins mentionner la question et ensuite de dire aux médias et aux partis d'opposition, écoutez, j'en ai discuté avec Joe Biden, même s'il en a parlé pendant 2 minutes. Je pense que oui, ils vont parler de l'entente sur les tiers pays sûrs et sa potentielle réouverture. Mais je pense pas, comme Geneviève, je suis d'accord avec elle, qu'on va dévoiler une nouvelle entente. Là. Donc oui, c'est un sommet,
Je pense que c'est pour réaffirmer les liens forts entre le Canada et les États-Unis, notamment au sujet de la question de l'Ukraine, mais aussi peut-être NORAD et la sécurité aérienne avec ce qu'on a vu récemment, là, les ballons qui flottent, y compris un ballon chinois qui était descendu par l'aviation américaine. Donc, on pourrait parler aussi de sécurité aérienne, mais je ne m'attends pas à d'avancées énormes ni en matière d'immigration ni ailleurs. Oui. Geneviève, pour terminer là-dessus, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative du chef du Bloc québécois qui a envoyé une lettre à l'ambassadeur des États-Unis au Canada? Effectivement, c'est un problème au Québec. On a vu François Legault aussi manifester son mécontentement. Alors, c'est quoi les alternatives pour le Bloc québécois? Peut-être qu'on essaye une nouvelle stratégie pour essayer d'avoir des nouveaux canaux de communication avec les Américains. Mais c'est peut-être aussi une question de relations publiques, c'est-à-dire voici ce que le Bloc fait, il dit voici nos demandes. Au lieu de le faire en chambre, on présente une lettre à l'ambassadeur. Est-ce que ça va vraiment donner des résultats? On verra. Mais on sait que pour l'instant, c'est un problème qui est essentiellement québécois, quoi qu'il commence à avoir des répercussions en Ontario. Et donc, je suis pas sûre qu'il y a l'envergure nationale qui fait que le président américain va vraiment avoir l'attention sur ça. Mais oui, c'est sûr qu'ils vont en parler. Mais comme je disais tantôt, je serais étonnée qu'on soit près d'un accord pour solutionner le problème. Ouais. Un mot en terminant sur le budget de la ministre Freeland qui va être présenté mardi prochain, le 28 à Ottawa. La ministre Freeland a déjà averti qu'il n'est pas question de jeter de l'huile sur le feu de l'inflation. Daniel, ça va être quoi le plus grand défi de la ministre Freeland pour ce budget-là? Ben, je pense que ça va être de satisfaire aux exigences du NPD dans le cadre de quand même l'entente qu'ils ont signée au début de l'an dernier avec les libéraux. Donc, de répondre à certaines attentes du NPD en matière de dépenses, notamment dans le domaine de la santé, et en même temps de ne pas trop dépenser. Alors, ça, c'est un jeu d'équilibriste. Ça ne sera pas facile. Oui. Geneviève, le mot de la fin sur le budget Freeland la semaine prochaine. Je vais continuer dans la lignée de Daniel. Ne pas trop dépenser, ça fait depuis le début de l'élection de M. Trudeau qu'on dit ça. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que le système bancaire va pas très bien. On voit la réaction des marchés. On pense peut-être qu'il va y avoir une récession. Alors, si on veut montrer que le gouvernement est prudent et sait gérer des crises économiques, il va falloir envoyer un message au secteur financier puis au milieu du monde des affaires. Et ce message-là n'a jamais été vraiment lancé par le gouvernement Trudeau, puis c'est peut-être cette fois-ci qu'on va le voir. Alors, je pense que ça va être un des défis que va devoir surmonter la ministre des Finances et M. Trudeau. Oui, c'est ça, un budget qui va être déposé dans un contexte de haute incertitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Geneviève et Daniel, ça fait le tour. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. En attendant le budget de la ministre Chrystia Freeland mardi à Ottawa, c'était jour de budget à Québec. Malgré des nuages noirs économiques à l'horizon, le gouvernement de François Legault annonce des baisses d'impôts pour plus de 4,5 millions de contribuables. Québec prévoit aussi un déficit de 4 milliards de dollars cette année et un retour à l'équilibre budgétaire dans 5 ans. Voici le ministre des Finances, Éric Girard. Je suis fier d'annoncer l'une des plus importantes baisses d'impôts de l'histoire du Québec. J'annonce que les 2 premiers taux d'imposition seront réduits de 1 point de pourcentage dès cette année. Cette baisse d'impôt totalisera 9,2 milliards de dollars d'ici 2027-2028 et bénéficiera à 4,6 millions de Québécois. Maintenant, pour parler des grandes lignes de ce budget, je retrouve à l'Assemblée nationale Louis Lacroix, qui est journaliste pour le réseau Cogeco. Bonsoir, Louis. Oui, bonjour, Esther. Bon, on sait que François Legault avait promis des baisses d'impôts pendant la dernière campagne électorale. Je vous demande d'abord dans quelle mesure il a livré la marchandise. Ben, en fait, c'est la mesure phare du budget. C'est pas un budget qui est spectaculaire, mais évidemment, cette mesure-là est tellement importante que toutes les autres paraissent petites, là. C'est des baisses d'impôts qui vont toucher 4,6 millions de Québécois. C'est-à-dire que tout le monde qui paye de l'impôt au Québec va avoir une réduction d'impôt parce que on va réduire de 1% les 2 premiers paliers d'imposition au Québec. Ça, ce que ça veut dire en clair, là, c'est que le premier palier d'imposition qui va jusqu'à 49 000 $ va baisser d'1%. Alors, je vous donne quelques exemples. Une personne qui gagne 40 000 $ par année va avoir une réduction d'impôt de 228 $. Une personne qui gagne 60 000 $ par année va avoir une réduction d'impôt de 428 $. Je donne 2 autres exemples qui vont vous illustrer pourquoi tout le monde
Tout le monde en a, même les gens qui sont très riches, là. C'est-à-dire que le deuxième palier d'imposition va jusqu'à 98 000 $. Donc, une personne qui gagne 100 000 $ par année ou 98 000 $ par année va avoir une réduction d'impôt de 814 $. Mais puisqu'on a baissé les deux premiers paliers d'imposition, si vous gagnez 500 000, je sais pas moi, 600 000, 2 millions ou 10 millions de dollars, vous allez quand même avoir droit à une réduction d'impôt de 814 $. Alors ça, c'est la mesure phare. En moyenne, on peut considérer que la réduction va être de 370 $. Et c'est vraiment une mesure très importante qui va coûter 1,7 milliard de dollars au Trésor québécois. Alors, comment on finance ça? Ben, c'est pas très compliqué, c'est qu'on réduit la part que va donner le gouvernement au Fonds des générations de 40 %. Alors, ça implique que les objectifs là, de réduction de la dette qu'on s'était donnés vont être prolongés de 15 ans plutôt que de 10 ans. Alors, il y a un coût à ça, c'est-à-dire qu'on va en mettre un petit peu plus sur la dette que ce qu'on aurait fait si jamais on avait donné l'ensemble des paiements là, au Fonds des générations. Alors ça, c'est vraiment la mesure qui est très, très importante dans le budget Girard, c'est-à-dire que tout le monde va avoir droit à une baisse d'impôts, sauf à peu près, je dirais, le tiers des Québécois là, qui ne paient pas d'impôts au Québec parce qu'ils ont des revenus qui ne sont pas suffisamment élevés. Bon, parlons brièvement des dépenses parce qu'on annonce des dépenses évidemment en matière de santé, d'éducation, pour le logement social. On parle d'investissements qui totalisent 24 milliards de dollars sur 5 ans. Ça aussi, c'est majeur. À qui va la part du lion, Louis? Bien, la part du lion, c'est en santé. Là. C'est évident avec le plan santé de Christian Dubé là, qui va être déposé, en fait, qui a été déposé, mais dont on va connaître vraiment les implications bientôt avec la loi qui sera déposée. Là. On parle de 5,6 milliards de dollars sur 5 ans. Soit dit en passant, la création de Santé Québec, l'Agence de Santé Québec, là, qui va administrer, si on veut, le réseau de la santé. Ça va coûter 60 millions de dollars à implanter sur une période de 2 ans. Mais il y a d'autres coûts. Là, on parle de 2 milliards pour améliorer les soins aux aînés, les soins à domicile, 565 milliards pour les soins aux personnes vulnérables. En santé mentale également, où on va mettre quelques dizaines de millions de dollars supplémentaires là, là-dessus de ce qui s'est passé à Laval et à Amqui. Évidemment, il fallait en ajouter là-dedans. Pour ce qui est du logement, vous savez que évidemment, ça a été au cœur de la dernière année avec l'inflation qu'il y a eu, puis il y a eu la crise du logement, évidemment. Alors, on va mettre 650 millions de dollars sur une période de 6 ans pour construire 5250, ce qu'on appelle des logements sociaux ou abordables. Et on va aussi ajouter de l'argent, là, une bonification dès le mois de juillet de ce qu'on appelle la composante logement pour le crédit d'impôt pour solidarité. Mais là, on va vous dire une chose, les gens qui vont avoir accès à ce crédit-là, c'est 78 $ que ça va leur donner de plus, pas par mois, là, par année. Alors, c'est pas beaucoup là pour, évidemment, quand on a des problèmes à boucler le budget là, pour se loger. Louis, il nous reste même pas 20 secondes. Je vais vous entendre en terminant sur les réactions. Le porte-parole de Québec solidaire a parlé d'un budget injuste, sans ambition pour le Québec, irresponsable. Comment le budget est accueilli par les partis d'opposition? Encore une fois, en quelques secondes. Il fallait s'y attendre. Là, évidemment, les baisses d'impôts qui sont plus importantes en chiffres pour les personnes qui gagnent plus d'argent, bien ça déplaît aux partis d'opposition. On pense qu'on aurait dû en ajouter davantage pour les personnes qui gagnent moins et moins pour ceux qui, même éliminer complètement là, les baisses d'impôts pour les personnes qui gagnent un revenu plus élevé. Alors, il fallait s'y attendre. Là, c'est la réaction des oppositions qui était prévue, bien sûr. Louis Lacroix, journaliste pour le réseau Cogeco. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Maintenant, pour analyser ce budget du ministre des Finances du Québec, Éric Girard, je retrouve Jimmy Jean, qui est économiste en chef au Mouvement Desjardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir. D'abord, le gros morceau de ce budget aujourd'hui à Québec, les baisses d'impôts. Il y a plus de 4,5 millions de Québécois qui vont en bénéficier. C'est quand même beaucoup de monde. Le ministre des Finances a même parlé des baisses d'impôts les plus importantes de l'histoire du Québec. On sait qu'il y a toujours des risques de récession qui nous pendent au bout du nez. Je vous demanderai d'abord, est-ce que le gouvernement du Québec a fait preuve de prudence? Ben, c'est particulièrement délicat parce qu'effectivement, on annonce des baisses d'impôts, mais dans un contexte où on s'attend à un déficit de 4 milliards cette année. Donc, on est en déficit et on annonce des baisses d'impôts. Évidemment, ces baisses d'impôts-là sont
financés par les versements au Fonds des générations qu'on diminue. Mais il reste qu'il y a des risques dans l'environnement économique parce que quand on regarde le scénario de croissance du ministère des Finances, on parle de 0,6 de croissance. Ben, ça se situe, c'est plus élevé que la moyenne des prévisionnistes et en fait, c'est entre la moyenne des prévisionnistes et l'estimation la plus optimiste. Nous, on est à moins 0,2 de croissance pour le Québec en 2023. Donc, il y a quand même des risques à ce que finalement l'économie cause des enjeux plus importants. Ouais. Bon, on dit que les baisses d'impôts représentent jusqu'à 814 $ pour une personne seule, jusqu'à 1627 pour un couple. Qui va en bénéficier au juste? Ça va être beaucoup la classe moyenne. On voit que c'est beaucoup les individus qui gagnent quelque part en fait, c'est 75% qui visent les gens qui gagnent environ 95 000 $ et moins. Donc, ça vise beaucoup la classe moyenne. Le gouvernement veut beaucoup aligner les taux d'imposition pour les gens dans ces tranches d'imposition-là avec ceux de l'Ontario. Mais il reste que ça va aussi favoriser à des individus plus fortunés. Par exemple, un couple qui gagne 200 000 $ bénéficiera d'une économie d'impôt de 1 627 $ par année. C'est quand même pas négligeable. Mm-hmm. On peut se demander aussi dans quelle mesure c'est un budget qui va contribuer à faire face à l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? J'ai l'impression qu'avec l'environnement économique dans lequel on navigue en ce moment, ces risques-là sont relativement limités. C'est certain que si les ménages se mettaient à dépenser la totalité des baisses d'impôts et immédiatement, il y aurait des enjeux. Mais on sait qu'en général, il y a une partie qui est épargnée. Et en ce moment, l'économie ralentit. Donc, je suis pas énormément inquiet de cela. Mais ça amène aussi la question, quel sera vraiment le véritable impact sur la croissance économique? Parce que c'est un des objectifs. On veut inciter les gens à travailler davantage. Est-ce que cette baisse d'impôts-là vraiment créera une grande différence alors qu'on est au plein emploi? Ça va être à surveiller. Je pense qu'il y a un risque qu'on soit peut-être déçu à ce niveau-là. Et puis, entre-temps, il y a beaucoup d'autres priorités, comme le logement abordable, comme les changements climatiques, où est-ce qu'on a été beaucoup plus parcimonieux dans notre intervention aujourd'hui. Oui. Vous dites justement, on veut inciter les gens à travailler davantage. Je veux vous entendre sur une autre mesure qui est très importante de ce budget. Le gouvernement du Québec qui annonce des changements au régime des rentes du Québec afin d'inciter les travailleurs expérimentés à revenir ou encore à rester sur le marché du travail. On sait évidemment que le Québec fait face à une pénurie de main-d'œuvre importante. Expliquez-nous comment vont s'opérer ces changements et est-ce que ça vous semble des mesures efficaces? Je pense que là-dessus, je le vois d'un bon œil. On donne l'option aux gens de cesser leur cotisation à partir de l'âge de 65 ans. Ça va donner quand même un signal aux travailleurs plus âgés que c'est payant de demeurer sur le marché du travail. Et ça va permettre d'augmenter le taux de participation chez les 65 ans et plus. On sait que c'est là où est-ce qu'il y a peut-être un retard par rapport, par exemple, à une province comme l'Ontario. Donc ça va dans le bon sens pour la question des pénuries de main-d'œuvre. Il y a aussi les efforts pour mieux intégrer les immigrants, pour aussi accompagner les immigrants qui sont en démarche d'acquisition, de reconnaissance des acquis. Donc, je pense qu'il y a certaines initiatives, ça et là, qui vont permettre au moins d'améliorer la situation des pénuries de main-d'œuvre. Mais c'est rien de transcendant, c'est pas des mesures qui sont majeures non plus. Donc, à ce niveau-là, c'est certain que il y a certains qui vont rester sur leur appétit. Oui. Parlons du déficit maintenant. Vous le disiez tout à l'heure, le Québec prévoit un déficit de 4 milliards de dollars pour cette année, pour 2023-2024. Québec qui vise un retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028, donc ça vient quand même assez vite. Est-ce que ces prévisions tiennent la route? Je pense que ça tient la route dans le sens où, malgré le fait que les prévisions m'apparaissent un peu trop optimistes, on a quand même établi des réserves, des provisions pour éventualité. Donc, ça s'accumule à 6,5 milliards de dollars sur l'horizon de prévision. Et on estime que dans un scénario pessimiste, il y aura un manque à gagner de 4,9 milliards. Donc, on a assez de réserves pour couvrir ces éventualités-là, du moins dans un scénario d'une contraction de 0,8 % du PIB. Ça tient la route.
mais il reste que il y a quand même, quand on regarde au niveau des dépenses, la croissance des dépenses, on s'attend à ce qu'elle soit beaucoup plus modérée que ce qu'on a vu dans les dernières années. Une partie de ça, c'est en raison des mesures reliées à la COVID qui tombent. Donc ça va donner un certain soulagement. Mais il y a quand même une certaine discipline qu'il va falloir conserver au niveau des dépenses essentielles. Et on sait que là-dessus, avec le vieillissement démographique, il risque d'y avoir des enjeux, ça risque d'être difficile. Ouais. Pour revenir sur le budget dans son ensemble, le Québec a annoncé aujourd'hui des investissements en santé, vous le disiez, pour le logement social, dans les infrastructures, il y a beaucoup de dépenses. Est-ce qu'il y a des grands oubliés dans ce budget de Québec aujourd'hui, vous pensez? Moi, je pense que c'est certain, quand on parle de l'équité intergénérationnelle, quand on parle des jeunes, puis il y a des mesures pour la persévérance scolaire, mais il reste que la grande préoccupation chez les jeunes, c'est les changements climatiques. Et quand on regarde ce que le budget contient pour ces mesures-là, sans dire qu'il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de mesures directement qui viennent répondre à l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Or, on sait que ce programme-là va faire des États-Unis un pôle d'attraction majeur pour les investissements en matière de changement climatique. Et ça nous préoccupe au Québec parce que on a une filière importante, on a des atouts importants en matière de batteries électriques, en matière de recyclage de batteries électriques. Il y avait très peu dans le budget qui venait répondre directement à cette menace de perdre des investissements au profit des États-Unis. Oui, pourtant, M. Legault avait annoncé qu'il y aurait des annonces, justement, en matière d'environnement. Est-ce que vous diriez qu'il n'a pas livré la marchandise à ce chapitre aujourd'hui? Il y a eu des initiatives pour protéger les ressources en eau, pour protéger la biodiversité. Donc, c'est pas de dire qu'il n'y a rien eu absolument, mais vraiment très spécifiquement pour s'attaquer vraiment au programme américain. Puis on sait que le gouvernement fédéral va jouer le rôle de leadership là-dessus la semaine prochaine, mais il reste que le Québec doit protéger ses intérêts, doit être agile là-dessus pour faire en sorte qu'on ne rate pas le bateau, parce qu'il y a énormément d'opportunités et le Québec a énormément d'atouts en tout ce qui est manière d'économie verte. Oui. En terminant, il nous reste à peu près 30 secondes. C'est donc le premier budget du deuxième mandat du gouvernement Legault. Je le disais, bon, il est déposé dans un contexte d'incertitude économique. Il y a toujours des risques de récession. Est-ce que le Québec, vous diriez, est bien équipé pour faire face à la tourmente économique qui pourrait s'en venir? Je pense qu'on a quand même les moyens. On n'a pas les pires quand on regarde à la situation des finances publiques. La dette, au fil des années, elle reste plus élevée que la moyenne des provinces, mais on a quand même fait beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Donc, je pense pas qu'il y a de quoi être inquiet outre mesure par rapport à la capacité d'intervenir. Mais il reste qu'on a déjà utilisé une partie de cette marge de manœuvre-là en annonçant des baisses d'impôts. S'il fallait qu'on ait une récession plus sévère et que les baisses d'impôts n'aient pas l'impact voulu, il faudrait potentiellement en faire plus, et c'est là que la trajectoire des finances publiques pourrait venir être compromise. Ça reste ça reste hypothétique, mais il reste que les risques en ce moment économiques sont orientés à la baisse, il faut quand même garder ça en tête. Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins, merci beaucoup, merci de vos lumières. Plaisir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 21 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être en antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.